Retour en France, la loi Duplon sera examinée en commission mixte paritaire à partir de demain. Cette loi propose de revenir notamment sur l'interdiction de pesticides dangereux et de réintroduire certains néonicotinoïdes aujourd'hui interdits. Des substances qui ont un impact direct non seulement sur la biodiversité mais également sur la santé humaine. La France est l'un des pays qui utilise le plus de pesticides au monde. Une centaine d'organisations nationales et locales appellent à une mobilisation ce dimanche. Une soixantaine de manifestations sont prévues. Bonjour Pierre Suge-Aubert, vous êtes professeur d'hématologie aux Hospices civils de Lyon et à l'université Claude Bernard Lyon 1, auteur de la tribune dans le journal Le Monde, signée par 20 sociétés savantes médicales et 15 associations de patients. La Ligue contre le cancer, des hématologues, des pédiatres protestent contre le fait que puisse être adoptée cette loi Duplon. Alors pouvez-vous nous rappeler rapidement que dit cette loi et quels sont les risques de cette loi pour la santé publique ? Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Comme vous l'avez dit, c'est 20 sociétés savantes médicales qui sont intervenues dans le débat public, les pneumologues, les hématologues, les endocrinologues, la Société française du cancer, les associations de patients, la Ligue contre le cancer, l'ARC, le président du conseil scientifique du CNRS, des sociétés savantes non médicales. Donc c'est une mobilisation très forte de collectifs qui n'ont pas forcément l'habitude de s'exprimer dans l'arène politique. Mais l'heure nous a semblé suffisamment importante pour le faire. Donc, si vous voulez bien, je reviendrai juste sur quelques dispositions de la loi Duplon qui posent problème. La première, c'est de mettre l'ANSES, l'agence qui garantit la sécurité des produits mis sur le marché, sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et d'une commission dans laquelle participeraient les producteurs de produits de pesticides. Ça semble représenter un danger très important. C'est comme si on demandait aux laboratoires pharmaceutiques d'avoir le contrôle de la Haute Autorité de Santé qui autorise les médicaments. Ça, c'est un vrai problème. Donc, perte d'indépendance. Un risque de perte d'indépendance, tout à fait, qui a amené le président de l'ANSES à annoncer qu'il ne pourrait pas continuer à diriger l'ANSES si jamais cette proposition était adoptée. La deuxième chose, c'est la réintroduction des fameux néonicotinoïdes qui posent d'énormes problèmes pour la biodiversité et aussi pour la santé humaine. Et il y a d'autres dispositions qui sont complètement, qui peuvent sembler quand même très étonnantes. Par exemple, favoriser l'épandage des pesticides par drone ou réintroduire quelque chose qui avait été supprimé par la loi Egalim, qui est de séparer le conseil aux agriculteurs sur les produits phytosanitaires de la vente des produits phytosanitaires. Maintenant, une entreprise qui produit et qui vend des phytosanitaires, des pesticides, pourra être chargé du conseil aux agriculteurs. C'est un peu comme si on demandait à l'industrie du tabac de conseiller sur les risques du tabagisme. C'est ce qu'elles appellent les précautions d'emploi qui permettraient de diminuer les risques si elles sont bien respectées. Enfin, c'est ce que disent les industriels. C'est ça. Et donc, tout ça, ça pose des problèmes par rapport à la santé. C'est sur cette question-là qu'on est intervenu. Parce que les deux expertises collectives de l'INSERM, qui sont une masse de travail considérable en 2013, actualisée en 2021, ont montré une association forte entre l'exposition à certains pesticides et des maladies aussi graves que les cancers, les lymphomes, les leucémies, les myélomes, le cancer de la prostate, des maladies neurologiques comme la maladie de Parkinson, des maladies respiratoires. Et ça ne concerne pas que les adultes, ça concerne aussi les enfants. Et ça concerne en premier lieu les agriculteurs, leurs proches. Et en ça, ce projet de loi qui vise à lever les contraintes à l'exercice de leur métier, il les place de fait dans un risque plus grand de développer des maladies professionnelles. Donc vous dites que c'est démontré parce que l'industrie, elle conteste le risque cancérigène. Et comment on fait pour démontrer qu'un polluant est cancérigène ? Alors, premièrement, les faits. Oui, l'association entre certains pesticides et les cancers est démontrée par des modèles animaux, donc dans des laboratoires, quand on expose des animaux à des cancérigènes, et par l'épidémiologie, c'est cette science qui compte les maladies. Donc on observe les maladies qui surviennent et on regarde si les personnes qui ont développé ces maladies-là ont été exposées ou non à certains facteurs. C'est comme ça qu'on a découvert que le tabac était cancérigène il y a maintenant 50 ans. Et comme pour le tabac, l'industrie recommence la même chose, c'est-à-dire de dire que l'épidémiologie fait des corrélations, mais ne démontre pas la causalité. Or, pour vraiment démontrer la causalité, là, c'est un tout petit peu technique, mais il faudrait prendre des personnes normales, vous et moi, nous proposer de rentrer dans une étude et tirer au sort si on nous expose soit aux pesticides,
soit à un placebo, à de l'eau, et après compter les maladies. Alors bien sûr, c'est pas éthique de faire ça, on le fait pas. On le fait chez le rat, et là, chez le rat, le glyphosate, une étude a été publiée il y a 3 semaines qui démontre clairement le rôle cancérigène du glyphosate, et il n'a pas fallu attendre 3 semaines pour voir les lobbies nous dire que les rats n'est pas l'homme, que la dose n'était pas la bonne, etc., etc. Donc l'effet cancérigène qui peut d'ailleurs se manifester après des années d'exposition, ça rend la chose difficile à démontrer en fait. Alors, sur les rats, c'est très clair. Sur les rats, c'est très clair. Chez l'humain, c'est très clair aussi avec l'épidémiologie. Par contre, la tâche est beaucoup plus difficile que le tabac, où on peut quantifier très précisément quelle quantité de tabac vous avez inhalé pendant votre vie, puisque c'est les paquets de cigarettes que vous avez fumés. Pour les pesticides, en fait, il y a une exposition qui est multiple, qui est beaucoup plus difficile à quantifier. Et pour autant, on a apporté la preuve d'une association entre pesticides et cancer. Il y a d'ailleurs certains pesticides qui sont désormais interdits. L'indane, le chlordécone dont on a parlé récemment. Qui a fait des dégâts terribles. La question vraiment qu'on pose, nous, soignants, et nous, scientifiques, c'est est-ce qu'il faut vraiment attendre des scandales sanitaires et des épidémies pour pleurer les cancers qu'on aurait pu éviter, ou est-ce qu'on a actuellement suffisamment d'éléments de preuve pour agir, notamment au nom du principe de précaution qui a une valeur constitutionnelle dans notre pays. Et donc il n'y a pas un risque d'excès de précaution? Alors, on dirait qu'il semble pour certains y avoir un risque d'excès de précaution, parce que dans la commission sénatoriale qui a élaboré ce texte, elle a reçu des agronomes, elle a reçu des scientifiques de l'ANSES, elle a reçu des syndicats d'agriculteurs, ce qui est tout à fait normal. Elle a reçu le labo des phytopharmaceutiques, donc des producteurs de pesticides. Par contre, dans la liste des auditions, il n'y a pas un seul médecin, il n'y a pas un seul épidémiologiste, il n'y a pas le ministère de la Santé. Et depuis qu'on parle de la loi du plomb, votre consoeur de la Tribune parle d'un silence assourdissant du ministère de la Santé sur ces questions. Donc on a l'impression que le risque d'excès de précaution, il est bien compris par les défendeurs de cette loi, puisqu'ils ont pris soin de ne pas écouter l'avis des médecins et des scientifiques impliqués dans la santé publique. Et à partir de quand le doute il est suffisant pour décider de mettre sur le marché, ou à défaut pour le retirer? Et donc on avait vu, vous l'avez dit, pour le chlordécone, les dégâts ont été terribles et on a dû le retirer après coup. Alors il faut comprendre comment est autorisé un pesticide. Le fabricant de pesticides doit réaliser des tests qui démontrent que ce produit n'est pas manifestement dangereux. Des tests sur les animaux, etc., sur des cellules humaines. Et si le pesticide franchit ces tests, alors il est autorisé. Après, les humains sont exposés à ce pesticide et l'épidémiologie, dont on parlait tout à l'heure, va constater la survenue de maladies et on va être en mesure d'associer ce pesticide avec la survenue de maladies. Donc les tests réglementaires, c'est bien, mais ce n'est pas du tout suffisant pour protéger les humains des risques induits par ces produits, une fois qu'ils sont répandus en plein champ et qu'on y expose les agriculteurs, les ouvriers qui fabriquent les pesticides, les enfants des agriculteurs quand ils sont dans le ventre de leur mère et après. Et c'est ce qui aboutit à des catastrophes sanitaires qu'on a déjà observées. Oui, on va y revenir. Il y a 3 organisations de défense de l'environnement qui demandent la publication immédiate d'une étude sur l'exposition aux pesticides des personnes qui vivent dans les zones viticoles. Et les experts jugent ces résultats très préoccupants. Le gouvernement, lui, il est accusé de bloquer cette étude. Qu'en pensez-vous ? Alors, moi, je ne connais pas les résultats de cette étude et je ne connais pas non plus le circuit de cette étude dans les ministères, etc. Donc, je ne peux pas avoir d'opinion sur est-ce qu'il y a un blocage politique autour de cette étude ou pas. Par contre, effectivement, je pense que les résultats des études faites par le service public de la recherche pour les Français doivent être rendus publics quand ils sont suffisamment solides et présentables avec des données scientifiques robustes. Alors, il n'y a pas que les habitants qui habitent à proximité des épandages. Les pesticides, ils se retrouvent également dans les aliments, dans l'eau. Donc, en fait, c'est une menace de santé publique beaucoup plus large. Ah, tout à fait. On retrouve les pesticides dans l'air qu'on respire, dans les aliments qu'on mange, dans l'eau qu'on boit. Il y a 25% des nappes phréatiques qui sont contaminées. Et on est aussi victime des pesticides via leur impact sur la biodiversité. 70% d'insectes en moins en France, c'est quand même extrêmement préoccupant parce que les insectes sont aussi utiles à notre santé et aussi utiles à l'agriculture. Donc c'est véritablement ce sont des molécules chimiques qui peuvent être considérées comme des poisons systémiques. On les retrouve dans tout l'environnement,
qui peuvent certainement rendre des rôles utiles à l'agriculture s'ils sont utilisés à bon escient, c'est-à-dire le minimum possible. Mais actuellement, on n'a certainement pas besoin de loi qui va favoriser leur épandage encore plus massif. On a plutôt besoin de lois qui vont réguler, comme était l'ambition du plan Écophyto quand il a été élaboré en 2008, je crois. Et les agriculteurs, vous l'avez rappelé, qui sont les premiers concernés, c'est-à-dire les premières victimes potentielles, est-ce qu'ils sont bien informés de cet usage et des risques de cet usage des pesticides ? Alors, les agriculteurs, c'est un corps social extrêmement large, parmi lesquels il y en a qui défendent l'usage des pesticides, notamment le syndicat FNSEA qui est vraiment à l'œuvre dans cette proposition de loi. Mais il y a aussi des agriculteurs qui promeuvent une agriculture biologique, qui leur apporte des revenus plus importants, qui les rend indépendants de l'industrie chimique pour leur production, leurs semences, etc., et qui sont concernés par les effets de ces produits sur leur santé. Donc je crois qu'on ne peut pas résumer le point de vue des agriculteurs à celui d'un de leurs syndicats, qui est la FNSEA. Vous parliez du risque pour les enfants. Il y a des moments, on le sait, dans la vie de susceptibilité particulière aux polluants, lors de la grossesse et chez les enfants, justement. Est-ce que ces pesticides peuvent provoquer des malformations ? Est-ce qu'il peut y avoir un retard dans le développement cognitif des enfants ? Oui, tout à fait. Par exemple, les néonicotinoïdes, une étude chinoise sur plus de 5000 femmes a montré que plus le taux de néonicotinoïdes dans les urines de ces femmes pendant la grossesse était élevé, moins des indices de développement neurologique comme le quotient intellectuel étaient hauts chez les enfants. C'est-à-dire plus il y a de pesticides, plus le QI est bas chez les enfants à naître. Il y a des liens que l'ANSES a soulignés très récemment entre syndrome anxieux ou dépressif chez l'enfant et exposition à d'autres types de pesticides. Donc on ne peut pas rester les bras ballants devant ces observations. Il faut absolument que la science soit entendue. Et en fait, c'est un appel solennel à nos représentants qu'on a porté dans cette tribune, les sénateurs, les députés qui sont dans la commission mixte paritaire, qui sont à l'Assemblée et au Sénat, qui auront peut-être à se prononcer sur cette proposition de loi, ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas et ne pourront pas dire que ne pourront pas, dans 10 ans, pleurer avec nous les cancers évitables qu'on constatera et dont on les aura alertés. Leur décision politique a une importance majeure aujourd'hui. Donc il faut rappeler que les décisions, elles doivent être prises de manière indépendante, sans conflit d'intérêts et sans pression des lobbies. Alors, je comprends que le législateur écoute les différentes parties prenantes sur un sujet aussi complexe que les pesticides, les syndicats, pourquoi pas les industriels des produits phytosanitaires. Mais là, il y a un grand silence, c'est celui du monde de la santé. C'est pas de notre fait, ce silence, c'est qu'on n'a pas été invité. C'est que quand on a écrit une lettre ouverte, on n'a pas reçu de réponse. Quand on publie cette tribune, on n'a pas reçu de réponse non plus. J'ai envoyé la tribune aux 14 parlementaires membres de la commission mixte paritaire. Un seul m'a répondu. Et j'avoue que ce silence est frappant. Alors je renouvelle mon invitation. Je peux me rendre disponible pour venir expliquer aux députés, aux sénateurs. J'ai plein de collègues qui sont aussi disponibles probablement pour expliquer pourquoi nous avons pris cette parole forte, solennelle, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de conséquences délétères pour la santé de nos concitoyens et de nous-mêmes et de nos enfants et des enfants de ces parlementaires, bien sûr. Donc l'avis des instances scientifiques, pour l'instant, n'est pas pris en compte par les responsables politiques. Alors, j'en ferai pas une généralité, mais sur la proposition de loi du plomb, l'avis du monde de la santé, du ministre de la Santé, on l'attend. L'avis du monde de la santé, là, on vient de vous le donner. Il faut qu'on soit écouté, effectivement. Merci beaucoup, professeur Pierre Jaubert, d'être venu sur France 24. Merci à vous.